Je vais vous parler surtout de la plateforme digitale que l'Institut français de bioinformatique a mis en place pour la surveillance nationale et la recherche. Donc, je me présente, je m'appelle Thomas Denecker et je suis ingénieur de recherche à l'Institut français de bioinformatique. Ok. Donc, en quelques chiffres, en fait, en janvier 2021, il y a le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche qui sont venus toquer à la porte de l'Institut français de bioinformatique pour justement qu'on vienne épauler la recherche et la surveillance pour la Covid-19 en France. Donc la surveillance, ça va être quelque chose qui est plutôt géré par Santé publique France et la recherche par les ANRS-MIE, donc c'est l'Agence nationale de recherche pour le sida et les maladies infectieuses émergentes. Ce consortium, qu'on va appeler Emergen, il regroupe 64 équipes de séquençage. Donc, il y a 4 centres nationaux de référence, qui sont les CNR. On a 46 plateformes de séquençage pour les ANRS et MIE. Et on a 14 équipes du privé qui font partie de ce consortium. Aujourd'hui, on a un peu plus de 500 000 séquences consensus qui sont hébergées sur nos systèmes pour un peu plus de 8 000 séquences brutes à l'heure actuelle. À partir du moment où vous allez devant votre pharmacie parce que vous avez un doute, jusqu'au moment où ça arrive sur notre plateforme, il y a à peu près un délai de 15 jours. Et par contre, à partir du moment où c'est chez nous, c'est à peu près instantané pour que ça arrive sur les banques internationales. Alors, s'il vous plaît, n'ayez pas peur, je vais vous montrer le schéma officiel du projet qui fait tout le flux des données. On aime beaucoup les schémas compliqués à l'IFB. Promis, je vous ai fait une version simplifiée. C'est simplement pour vous dire qu'il y a énormément d'acteurs dans ce projet, il y a énormément de données qui fluctuent à différents espaces plus ou moins sécurisés. Et donc ça, c'est la représentation officielle de notre projet. En version simplifiée, on commence, comme je vous le dis, par aller devant une pharmacie ou dans un centre de dépistage. Si vous êtes positif, en fait, le laboratoire de prélèvement va envoyer vos métadonnées et votre petit échantillon à une plateforme de séquençage. La plateforme de séquençage, elle va faire deux choses. On va tout de suite évacuer le problème de l'identité qu'elle va envoyer un tiers de confiance vers cette zone-là, qui va transmettre toutes ces informations de façon sécurisée à différents espaces. Vous avez probablement déjà entendu parler de CIDEP qui vous a envoyé vos résultats. Et après, pour tout ce qui va nous concerner, nous, la plateforme de séquençage va réaliser un certain nombre de fichiers, un fichier FASTQ pour les séquences brutes et une séquence consensus en FASTA, et ils vont organiser l'ensemble des métadonnées qui vont nous permettre la surveillance et la recherche dans un fichier Excel qu'ils vont envoyer à la plateforme Emergen Bioinfo. À partir de là, Emergen Bioinfo va être un peu la place centrale pour communiquer avec les différentes équipes de surveillance, dont les CNR, les centres nationaux de référence, et le Santé publique France, ou avec les différents acteurs pour la recherche, et va aussi faire de la soumission aux banques internationales comme AguiZ et plus tard à l'ENA. Donc l'IFB va occuper cette place centrale et aujourd'hui, pendant cette présentation, je vais vous parler des différents outils qui composent cette plateforme, justement, cette plateforme numérique. Donc, je vais vous parler du cluster de calcul. On va aller assez vite parce que je suis persuadé que vous utilisez tous déjà les ressources de l'IFB. On propose aussi des solutions de stockage, des environnements logiciels, des systèmes pour lancer des workflows d'analyse. On parlera aussi très légèrement de Galaxy, mais on a une super présentation juste avant, donc on n'en parlera pas trop. Une base de données spécialisée pour stocker toutes ces informations et un espace sécurisé pour les données personnelles et de santé. Donc, commençons par le cluster de calcul. Bon, c'est beaucoup de puissance et c'est beaucoup de puissance c'est une puissance qui va aussi augmenter puisqu'on a reçu des financements par les différents ministères. Donc, on va gagner encore en performance d'ici la fin de l'année et c'est beaucoup d'outils qui sont installés. Donc, il y a un recensement récent qui a été fait à 450 outils différents, 350 outils de package R, et tout ça proposé dans des environnements reproductibles où on peut, par exemple, sélectionner la version des différents outils que vous voulez utiliser. C'est aussi un environnement logiciel. Donc, à l'IFB, on vous propose, et notamment pour ce contexte particulier, des points d'entrée différents en fonction de ce que vous voulez réaliser et surtout de vos skills en fait en informatique. Donc, si vous en avez des tonnes, probablement vous aurez envie de vous connecter directement à SSH sur le cluster et lancer vous-même votre job Slurm.
Après, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le RStudio qui est installé à l'IFB. Vous avez aussi une interface Jupyter Lab et vous avez aussi usegalaxy.fr avec une instance particulière qui est la Covid-19 usegalaxy.fr dont on vient de vous parler. Si vous voulez en savoir plus, vous avez déjà un talk qui vient d'être fait, un super poster en approche. Pour la partie cluster, il y a aussi un poster. Et surtout, n'hésitez pas à aller discuter. Il y a une section aussi Covid-19 sur la community de l'IFB. Maintenant, parlons un petit peu des workflows. Donc, Gilda, on a un petit peu évoqué une partie dans la présentation précédente. Un laboratoire de séquençage va générer un certain nombre de fichiers, dont les fichiers de séquences brutes. Ils vont les transférer sur le cluster de l'IFB. Donc, sur le cluster de l'IFB, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, il y a des espaces projets. On ouvre un projet pour chaque équipe et ils vont pouvoir aller déposer leurs données dedans. Et ensuite, Airflow va être capable de détecter la présence d'un nouveau fichier et déclencher tout un tas d'actions, comme par exemple aller faire une décontamination des séquences humaines dans les séquences reçues, aller récupérer des métadonnées sur la base de données spécialisée pour aller sélectionner le type de workflow qui va être envoyé. Par exemple, si c'est des données d'Illumina, on va lancer un workflow particulier. Et ça va invoquer des jobs sur Galaxy qui vont engendrer tout un tas de résultats. Et parmi les résultats, une séquence consensus, une caractérisation de variants par les outils Pango ou Nextcloud, ou la génération d'un multi-QC, puisqu'on va recevoir tout un tas de fichiers FASTQ. Et toutes ces informations, elles vont être stockées sur le cluster, accessibles pour les équipes de séquençage, et elles vont aussi venir enrichir la base de données EmergenDB. Donc EmergenDB, ça va être la base de données qui va permettre la surveillance et la recherche. Ça va stocker, grosso modo, les séquences consensus et tout un tas de métadonnées qui va nous permettre de caractériser cette séquence, d'où elle vient, où elle a été prélevée, etc. Donc un petit point technique, c'est une application Django qui est stockée dans une image Docker. Cette image Docker, elle est construite par intégration continue, où pour l'obtenir, il y a du lint qui est fait, donc on vérifie la qualité, le style d'écriture si tout va bien. Il y a une couverture à 100% qui est réalisée en test unitaire et fonctionnel. Et si tout s'est bien passé, on va avoir la construction automatique de l'image et le déploiement dans les registries de GitLab. Elle fonctionne pas toute seule, cette image, elle fonctionne avec une base de données Postgres, avec Redis et Celery pour toute la gestion asynchrone. Il y a une connexion avec Flower pour tout le monitoring et Nginx pour que l'extérieur puisse utiliser notre application. Alors, les utilisateurs peuvent se connecter à EmergenDB de deux façons différentes. Soit par l'interface web, donc toute une interface graphique accessible sur emergendb-france-bioinformatique.fr, soit de façon programmatique. Donc aujourd'hui, on propose un peu plus de 120 API pour aller récupérer les données, prendre des données agrégées, etc., déposer des données. Donc voilà, on a tout un tas d'API pour les aspects programmatiques. Alors en quelques chiffres, aujourd'hui, on a quasiment 590 000 métadonnées. Des métadonnées, c'est un résultat et toutes les descriptions qui vont avec. On a un peu plus de 520 000 séquences consensus. On a 74 équipes qui travaillent dans ce projet. Donc, c'est 10 de plus que la première slide. C'est juste qu'on a aussi des équipes d'analystes, on a des modelers qui font partie du consortium. Et on a à peu près 3100 requêtes par jour actuellement. Alors, comment on dépose des données dans EmergenDB ? Un laboratoire séquenceur, je vous ai dit, il va venir déposer une séquence consensus et un fichier Excel. Donc le fichier Excel, faut pas oublier que notre public cible pour EmergenDB, c'est des biologistes. Donc du coup, on a essayé de trouver un bon compromis pour que ces dépôts soient le plus simple possible. Donc on est passé par un fichier Excel parce qu'on a pu implémenter dans ce fichier Excel des premiers contrôles qui aident les utilisateurs à le remplir. Par exemple, ils ne pourront pas mettre n'importe quoi dans le genre du patient. Donc, ça sera homme ou femme. Ou non renseigné si jamais on n'a pas cette information. Donc, il va y avoir tout un tas de pré-contrôles qui vont être proposés dans ce fichier Excel. Et ils vont pouvoir l'envoyer de deux façons différentes. Soit directement
par l'interface web, un drag and drop des 2 fichiers dans une zone de dépôt, soit via une API s'ils ont des très très gros fichiers. Donc, dès que ça arrive sur notre banque, il y a une centaine de contrôles de non-conformité qui vont être exécutés. Si tout va bien, c'est enregistré dans la base. S'il y a un problème, il va y avoir automatiquement un mail qui est envoyé à l'équipe de séquençage avec le fichier Excel et toutes les lignes seront indiquées là où ils devront corriger les métadonnées et pour pouvoir leur soumettre ensuite. Alors, on a des utilisateurs très différents. Je vous ai dit qu'on a déjà des biologistes qui font partie de notre pool d'utilisateurs. On a aussi beaucoup de data analystes, des développeurs, et on a aussi des administrateurs. Et toutes ces personnes sont réparties dans toute la France, aussi bien métropolitaine que dans les dom-tom. On a mis en place un système de gestion des accès en fait sur EmergenDB puisqu'on va restreindre certaines possibilités aux utilisateurs. Tout ça est défini dans ce qu'on appelle une matrice des droits. Si vous allez par exemple maintenant vous connecter sur EmergenDB, vous serez un utilisateur public et vous aurez accès aux statistiques publiques. Ensuite, alors une fois que vous aurez contacté la team qui gère soit Santé publique France, soit nous, on vous donne des rôles en fonction de vos besoins et vous pouvez par exemple devenir data submitter. Donc vous aurez accès aux pages pour soumettre les données, vous aurez toujours accès aux pages publiques et vous aurez aussi accès à des statistiques plus avancées. Si vous êtes data analyst, vous allez pouvoir exporter l'ensemble des données, vous aurez accès aussi à certaines pages plus avancées pour l'exploration et pour la recherche et vous aurez toujours accès aux mêmes pages que les autres que le data submitter. Bon, l'administrateur, je vous fais pas le dessin, il a accès à tout. Alors, pourquoi on collecte toutes ces informations? Dans 2 buts. Je vous ai dit la surveillance et la recherche. Je vous ai mis pour ces 2 cas 2 graphiques. Donc, le premier graphique que vous avez ici, c'est l'évolution des variants au cours du temps. Donc, on voit par exemple une belle vague verte ici, le delta, et une belle vague bleue, le Omicron, qui nous enquiquine depuis un certain temps maintenant. Ici, juste en dessous, vous avez le nombre de prélèvements qui sont effectués par jour en France. Et donc, ça nous permet aussi de voir, il y a des moments où il y a des pics de prélèvements pendant les périodes des fêtes, par exemple. Il y a beaucoup de prélèvements, forcément. Et vous avez ici une partie recherche. Donc, c'est tout un tas de graphiques qu'on met à disposition à partir des données qu'on héberge. Par exemple, pour suivre Omicron, quelle est la qualité de la séquence, est-ce la qualité de sa caractérisation, comment il se répartit en France, etc. Alors bien sûr, on est dans un système d'urgence où on a besoin d'outils de surveillance en temps réel et c'est pour ça qu'on a mis aussi en place un système d'alerte, c'est-à-dire que quand une séquence va arriver sur notre base de données, si elle répond à un certain nombre de critères, que ça soit un typage de variant ou carrément des mutations, on va avoir ce système d'alerte qui va pouvoir être levé, qui va prévenir tous les acteurs du consortium pour dire « Oh attention, voilà, il y a un variant un peu suspect, il va falloir le contrôler, le vérifier et s'assurer que c'est bien ça qu'on est en train de rechercher. » Donc c'est un système qu'on a mis en place pour Omicron et qui nous a été très utile pour voir sa diffusion en France. On a aussi mis en place toute une page de communauté pour aider les data analystes, pour l'instant les data analystes, mais de façon plus générale, tous nos utilisateurs, pour les aider à, par exemple, télécharger les métadonnées dans n'importe quel langage, comment leurs premières analyses avec, comment sont architecturées les données qu'ils peuvent collecter. Et pour continuer cette démarche justement d'aider ces data analysts, on est en train d'écrire un package R pour faciliter et standardiser les analyses de ces données. Je vous ai mis quelques graphes à gauche qui sont en fait la reproduction des graphiques qui sont disponibles dans EmergenDB. Donc, c'est des graphiques qui sont générés après appel d'API, tout simplement. Et vous avez sur la droite aussi une action qu'on est en train de mener pour automatiser les reporting et la diffusion des reporting. On combine toutes ces fonctions qu'on est en train de mettre en place et on génère automatiquement un rapport automatique. Alors maintenant c'est le moment promotionnel. S'il vous plaît, si vous avez envie d'en savoir plus sur ça et que vous avez envie d'une démo parce que ça vous a passionné mon talk,
Vous avez Iman et Anlia qui seront là demain pour vous parler de plus en détail de la base de données et du package. Voilà. Je vais vous parler maintenant des soumissions aux banques internationales. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on on essayait de soumettre le plus rapidement aux banques internationales. Donc, on soumet aujourd'hui à GIZ suivant les recommandations de l'OMS. Notre prochaine étape, ça va être de soumettre à l'ENA. Et grâce aux fichiers de métadonnées qu'on collecte auprès des laboratoires séquenceurs, c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Le graphe de droite, justement, est là pour vous montrer on va dire la couverture des métadonnées qu'on a d'EmergenDB par rapport aux autres banques internationales. On a aussi 26 champs supplémentaires par rapport aux autres banques, tout simplement pour faire la recherche et, comme je vous le disais, la sélection des workflows en fonction du type de données. Comment se positionne EmergenDB par rapport à la banque internationale GIZ? Le laboratoire séquenceur va envoyer ses données, il va y avoir tout un tas de contrôles, et EmergenDB, par la suite, va générer les fichiers de métadonnées en fonction des standards de la banque internationale, va réaliser des contrôles de consistance, s'assurer que tout se passe bien dans cette génération, va réclamer éventuellement l'aide d'un data broker de l'IFB pour faire la curation manuelle, pour finaliser cette soumission, et ensuite soumettre à GIZ. Et ensuite, ça va être tout un jeu d'aller-retour pour finaliser en cas de problème entre le laboratoire séquenceur et GIZ. Donc, je vous ai mis ici, on a un dashboard qui nous permet de suivre les soumissions à GIZ. Vous voyez par exemple ici notre calendrier de soumission, on a eu un gros pic de soumission initialement puisqu'on a rattrapé le retard des séquences qui n'étaient pas soumises à GIZ. Et maintenant, on est plus rentré dans une routine ces 2 derniers mois sur les soumissions au quotidien. Pour l'ENA, on a déjà bien avancé sur ce chantier. On a déjà fait le mapping, donc on sait déjà quelles métadonnées on va envoyer à l'ENA. On a tous nos systèmes de management de soumission qui est prêt. On est en train de collecter les séquences brutes. Il nous reste plus qu'à finaliser le nouveau fichier TRAM pour collecter les dernières métadonnées et implémenter tout le système qui va permettre de communiquer avec l'ENA de façon automatique. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, de façon générale, vous avez 2 adresses support que vous pouvez contacter, et on a fait assez récemment un webinaire de 2 heures sur les différents outils, donc vous aurez beaucoup plus de détails sur tout ce que je viens de vous présenter. Alors pour conclure, les grandes forces de ce projet, c'est que on a pu mettre en place un système de surveillance en temps réel qui nous permet d'intégrer toutes les étapes depuis la collecte des séquences consensus et des métadonnées jusqu'à la soumission dans des banques internationales. Ce qui a été compliqué dans ce projet, c'est qu'il y a une vraie opposition entre la recherche et où l'objectif, ça va être la valorisation de ce qu'on va trouver, et la surveillance où l'objectif, c'est d'ouvrir le plus rapidement les données pour prévenir et alerter le plus vite possible. Ce qui a été aussi compliqué, c'est que c'est un projet qui a été mené dans l'urgence constante, face forcément à l'urgence sanitaire. Et donc, du coup, voilà, on a dû être les plus agiles possible tout le temps. Parmi les opportunités, c'est un projet qui vient d'être renouvelé au-delà de 2022. Et l'architecture et le code sera réutilisable et ouvert, bien sûr, à toutes les équipes qui le souhaitent. Et notamment, je l'espère pas, mais pour une nouvelle maladie émergente éventuellement, tout est en place pour je l'espère pas. Sinon, on se retrouve dans Jobim 5 ans. Bon, donc bonjour, je vais vous présenter une nouvelle maladie émergente. Non, j'espère pas. Alors pour l'IFB, ce qui a été aussi, ça a demandé un effort colossal, donc c'est sur ça qu'on va travailler à présent. Comment on va recruter du monde pour pérenniser ce projet. Et parmi les défis qui nous attendent, on va collecter de plus en plus de données de santé, et forcément, qui dit données de santé, dit problématique. J'ai terminé. Juste pour dire que je suis aujourd'hui tout seul devant vous à vous parler, mais c'est une grande équipe qui travaille sur ce projet. Et un grand merci à tous nos partenaires dans ce projet. Voilà. Ah oui, excusez-moi. Oh, pardon. On a besoin de vous. Comme je vous dis, on veut pérenniser le projet à long terme. Donc, si ça vous intéresse, venez discuter avec nous et on recrute beaucoup de monde en ce moment. Voilà. Merci beaucoup.